Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec Thierry Suquet, le préfet de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Monsieur le préfet, hier, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé à l'issue d'une réunion interministérielle que l'État va prendre en charge les factures d'eau de septembre à décembre. Alors, qui sont les personnes concernées par cette mesure? Est-ce que ça va s'appliquer à tous les abonnés de la SMAE? C'est l'objectif, hein. L'État annonce la prise en charge de la facture d'eau de septembre à décembre pour le consommateur. Ça veut dire que cette facture sera réglée par l'État et que les frais afférents à la production d'eau seront pris en charge de façon à ce que ça ne pèse pas sur le consommateur. C'est une demande récurrente depuis le début de cette crise de l'eau, de dire en fait on paye deux fois, on paye parce qu'on est obligé d'acheter de l'eau en bouteille, on paye parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau au robinet. Le gouvernement a décidé de trancher. L'eau de septembre à décembre sera prise en charge par l'État, ne sera pas à la charge du consommateur, et donc de l'ensemble des consommateurs qui aujourd'hui payaient une facture à la SME. Est-ce qu'il y aura une démarche particulière à faire? Alors on va régler ça, c'est un sujet extrêmement complexe. Vous savez que d'habitude c'est régi par des relations commerciales. Quand vous n'avez pas le service attendu, vous avez une remise, etc. Là c'est pas ça. Donc maintenant il va falloir régler la mécanique après la décision politique importante et la décision financière importante. C'est un coût réel qui va être aujourd'hui supporté par l'État. Donc maintenant, on va caler le dispositif technique qui permettra, un, aux consommateurs de ne pas avoir à payer, et deux, qui permettra de prendre en charge la facture. Et du coup, à partir de quand on pourrait savoir comment ça va se passer? Bon, là, on va travailler, vous savez, la décision politique, elle était en discussion depuis un moment, elle a été annoncée hier soir, donc voilà, maintenant, on va travailler sur cette mise en œuvre. Et une mesure qui intervient maintenant, alors comptable sur la vidange de retenues collinaires d'ici la fin de ce mois d'octobre. Est-ce que ça n'est pas trop tard? Est-ce que ça va pas arriver à un moment où de toute façon il n'y aura pas de l'eau, donc les factures ne seront pas très élevées? Non, vous savez, le fait que la facture ne soit pas à la charge du consommateur mais de l'État, il n'y aura pas une goutte d'eau de plus avec ça dans les robinets mahorais. Ce qui va se passer, c'est qu'on va moins payer et dans cette période-là, et on ne va pas payer du tout d'ailleurs. C'est pour ça que en réalité, ce n'est pas parce que l'eau est prise en charge par l'État qu'il faut arrêter de l'économiser. Chaque goutte compte, chaque geste compte, et au contraire, les ressources en eau vont continuer à décroître, et donc il faut qu'on continue à économiser l'eau. Voilà. Après, c'est une prise en charge pendant cette période, vous avez raison, hein. Il y a, il y a de l'eau au robinet un jour sur trois, depuis le mois de septembre. Cette eau-là, le consommateur mahorais ne la paiera pas. Mais moi, j'insiste sur le fait que vraiment, aujourd'hui, pendant encore quelques semaines, l'eau va diminuer, les ressources en eau vont diminuer. Ça va être de plus en plus dur de continuer à fournir de l'eau dans les conditions actuelles. On se donne tous les moyens, le ministre a expliqué ça il n'y a pas longtemps, pour le faire. Mais j'appelle surtout les Mahorais, maintenant que les Mahoraises, avec cette consommation supportée par l'État, à continuer à faire attention à la consommation de l'eau. C'est pas parce que vous ne payez plus votre eau demain que vous ne devez pas l'économiser. Vous nous dites chaque goutte d'eau compte. On a vu il y a quelques semaines de cela, vous nous avez montré ces opérations de destruction des barrages qui empêchaient les rivières d'alimenter les retenues collinaires. Sauf que ces barrages existent toujours, il y en a d'autres. Sur les réseaux sociaux des citoyens, on fait la démarche d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passait en amont et pourquoi on ne va pas arracher tous ces barrages. On y va, on a une opération ce matin qui est en cours. On y va, moi je remercie tous ceux qui nous ont fait ces annonces-là. Pendant les semaines qui se sont écoulées depuis la dernière opération, avec l'OFB, les services de l'État, on a remonté le cours des rivières, vérifié les informations données par les réseaux sociaux. Et on a aujourd'hui une série d'opérations qui sont programmées. Après, vous savez, c'est des opérations qui sont lourdes. Il faut mobiliser l'encadrement de la gendarmerie. Il faut parfois des entreprises de travaux publics. Donc on a lancé ces programmations de façon effectivement à détruire ces barrages. Après, j'appelle aussi à beaucoup de vigilance. Vous savez, on avait eu cette discussion il y a quelques semaines et on me disait un tel, il a une autorisation de prélèvement, mais il y en a... Quand on fait le tour, on s'aperçoit qu'un certain nombre de... On a besoin que nos agriculteurs puissent irriguer. Et donc, il faut qu'on fasse attention à
casser les barrages illégaux et les prélèvements illégaux, mais aussi à préserver la capacité des agriculteurs à continuer leur travail. C'est pour ça d'ailleurs que dans les mesures récentes, on a décidé que les aides aux entreprises seraient aussi applicables aux agriculteurs mahorais. C'est très important. Pourquoi on a tardé à agir comme ça? Pourquoi, et je dis ça en me basant aussi sur ce que disaient les instituteurs, notamment les syndicats enseignants, qui disent qu'on a tardé à agir. Pourquoi on a tardé à aller détruire ces barrages? Pourquoi on a tardé à mettre en place des chemins de l'eau, etc. Mais parce que d'abord, il faut prendre la mesure de la crise. Ensuite, il faut commander un certain nombre de produits. Et qu'en réalité, vous avez vu, les cuves, ça garantit, par exemple, l'eau sanitaire dans un certain nombre d'écoles qui ne sont pas sur le chemin de l'eau. Mais pour arriver à mettre ça, il faut commander 1000 cuves. Et c'est un travail qui est énorme. De la même façon, on dit mettre sur le chemin de l'eau. Oui, c'est très bien, mais ça implique de mobiliser des entreprises de travaux publics, de les faire bosser. Vous savez que pour y arriver, j'ai réquisitionné. C'est pour ça que j'ai ce qu'on a appelé en souriant les pleins pouvoirs du préfet, pour mobiliser les moyens de l'État. C'est parce qu'en fait, il faut diriger tous les moyens sur la crise de l'eau pour que ça marche. Alors, on peut toujours penser que c'est un peu tard, mais la réalité, c'est que c'est surtout long, compliqué, qu'il a fallu que tout le monde se mette au travail pour que ça fonctionne. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la crise? Non, ça fait plusieurs mois que véritablement on travaille sur ces sujets. On a des hypothèses particulièrement solides depuis un certain nombre de mois sur ce qui allait se passer. Après, il faut convaincre l'ensemble des partenaires et en particulier les ministères parisiens d'apporter un certain nombre de soutiens, de prendre conscience des difficultés. Et donc, je veux dire, petit à petit, chacun a pris conscience de ça. Alors, on peut toujours penser a posteriori qu'on s'en est rendu compte trop tard, mais vous vous rappelez quand même, avant le Ramadan l'année dernière, je suis venu sur les antennes des télévisions et des radios dire attention, on va affronter à l'automne prochain une crise de l'eau extrêmement difficile, on va prendre des mesures, dès qu'on sort du Ramadan, on prendra des mesures extrêmement compliquées. Et j'appelle dès maintenant les Mahoraises et les Mahorais à faire attention, à économiser l'eau. Et on a lancé les programmes de travaux importants avec l'EMA, avec les eaux de Mayotte, pour tout ce qu'on parle aujourd'hui et qui a pour objectif de permettre, quand les retenues collinaires n'auront plus d'eau, de tenir encore jusqu'à la saison des pluies. Pourquoi on ne profite pas de cette crise de l'eau, de cette sécheresse qui frappe aussi les retenues collinaires pour draguer l'invasion? On va le faire, là. Vous savez, on a une mission des agences de l'eau qui est venue il y a 15 jours faire les expertises techniques. Donc, ils ont fait une série de travaux sur les retenues collinaires, la façon dont on prend l'eau dans les retenues collinaires, les tours d'eau, et y compris donc cette idée de curer les retenues collinaires. Et on définit un programme de travaux qu'on espère mettre en œuvre au mois de novembre. Et ça devrait prendre combien de temps? Il faut que ça soit fini avant le retour de la saison des pluies, parce qu'autrement, ça ne sera pas positif. Donc, on a quelques semaines pour le faire. On table sur quand le retour de la saison des pluies? Aujourd'hui, Météo France nous annonce une saison des pluies normale. Donc, on devrait avoir à partir de mi-novembre une pluviosité attendue et on devrait commencer à récupérer d'ici la fin du mois de novembre des capacités dans les rivières et dans les captages. On a vu d'ailleurs, il y a eu un peu de pluie la semaine dernière. On a vu que ça n'a pas d'impact pour le moment sur les retenues collinaires, mais ça a des impacts sur les rivières et sur les captages, et que donc on a pu prélever un peu plus sur les rivières et sur les captages. Et c'est ce qu'on attend des premières pluies du mois de novembre. L'État fait venir des bouteilles d'eau pour les personnes les plus vulnérables, les bébés, les femmes enceintes et les personnes malades. Est-ce que ça sera étendu à toute la population? Oui, la première ministre a annoncé hier qu'on allait étendre de façon massive mais progressive cette distribution. Le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a annoncé qu'on aurait au moins dans un premier temps une distribution avec un objectif de doubler pour monter aux alentours de 100 000, 110 000. Et notre objectif d'ici la fin de l'année, tant que durera la crise, c'est d'arriver à proposer de l'eau en bouteille dans des distributions à ceux qui en auront besoin. Alors vous dire, est-ce que demain on distribuera une bouteille d'eau par jour et par personne à toute la population? On verra comment ça va tourner. Mais véritablement, aujourd'hui, être en capacité de dire à partir de mi-novembre, et on va commencer à élargir tout de suite, on va élargir la distribution, on va élargir, et l'objectif, c'est effectivement de permettre à tous ceux qui en ont besoin d'avoir de l'eau.
Quid du recyclage et de la prise en charge de ces bouteilles en plastique? On travaille avec Citeo, qui est l'éco-organisme qui s'occupe de ces sujets. Vous savez que Citeo, l'année dernière, a doublé à la fois ses points de collecte et a doublé sa capacité de recyclage. Donc aujourd'hui, on les a mobilisés. On travaille avec les CCAS qui pilotent la distribution de l'eau en bouteille aujourd'hui pour que les bouteilles soient récupérées, dirigées sur les points de collecte. On regarde avec Citeo comment on peut aménager des collectes aussi sur les points de distribution. On travaille avec les villes pour que quand les gens ont des bouteilles en plastique, pour récupérer les suivantes, ils les ramènent. Et puis ça n'a pas encore été mis en place. Et on essaie de les renvoyer à l'intérieur des conteneurs qui les ont accumulés. Alors si on est en train de le mettre en place, ça commence à fonctionner dans certaines villes. Et avec Citeo, sur les points de collecte, aujourd'hui on fait passer ces messages-là. Et quand vous avez vos bouteilles en plastique, vous les ramenez sur les points de collecte Citeo et on les évacue. Mais c'est un véritable enjeu qui est extrêmement fort. On a énormément de bouteilles. Il faut qu'on soit capable d'améliorer cette collecte-là. On sait le faire. L'année dernière, on l'a doublé. Il faut qu'on profite de cette occasion pour au moins doubler la collecte des bouteilles en plastique. Bientôt les vacances scolaires oui. Et de nombreux enseignants vont peut-être manquer à l'appel. Comment pallier tout ça ? Moi, d'abord, je dis aux enseignants, vous êtes ici dans le service public, vous rendez un vrai service à l'État d'une part et au service public de l'éducation nationale et à l'ensemble des enfants de Mayotte. On a besoin, vous le savez, je le dis depuis mon arrivée, on a besoin que le service public fonctionne. Les enfants qui ne sont pas à l'école, ils sont dans la rue et quand ils sont dans la rue, ils sont pris en main par les bandes de délinquants. Donc le combat, c'est où nous et l'école, on est présents pour s'occuper des gamins, ou bien on les laisse aux mains des délinquants. Et moi, j'appelle évidemment les enseignants à se mobiliser. Et avec le recteur, on appelle les enseignants à mettre en œuvre, pendant la période qui vient, des dispositifs de l'école hors les murs, l'école pendant les vacances, les centres de loisirs, etc. La prise en charge des enfants est absolument importante. Et moi, j'appelle les agents des services publics. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on m'a demandé, avec l'article 27 de la LOPMI, de mettre en œuvre tous les moyens humains et les ressources de l'État pour mobiliser sur la crise de l'eau. Je dis aujourd'hui aux enseignants, la présence des enseignants et du service public dans les écoles, elle est essentielle pour sauver Mayotte. Et donc les vacances d'octobre ne seront pas prolongées à cause de cette crise de l'eau ? Non, mais l'important, c'est que les enfants aillent à l'école. Et aujourd'hui, vous savez, tous les lycées, tous les collèges sont sur le chemin de l'eau. Il y a de l'eau potable tous les jours dans les établissements du secondaire. Dans le primaire, il y a 105 écoles qui sont sur le chemin de l'eau, 85 qui n'y sont pas. Celles qui ne sont pas sur le chemin de l'eau, on a commencé à distribuer de l'eau potable les jours où il n'y avait pas de distribution d'eau. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on prenne des mesures. Si la situation venait à se dégrader plus tard, on verra, on réfléchit avec le recteur à ce qui pourrait se passer. Et si l'eau, justement, c'est là où j'allais en venir, et si l'eau venait à manquer, est-ce qu'on va mettre en place un système comme ce qui a été mis en place pendant le Covid avec le confinement et les élèves qui ont cours à domicile? Non, écoutez, pour le moment, on est capable de distribuer, y compris à l'étiage et après la vidange, 20 000 mètres cubes par jour, ce qui est la moitié des besoins des Mahorais. Ces mètres cubes, ils sont destinés en priorité à ce qu'on appelle le chemin de l'eau, c'est-à-dire les établissements prioritaires, comme l'hôpital, mais aussi la prison, on n'a pas envie d'avoir une révolte. C'est aussi les lycées, les collèges, comme je vous le disais. Et puis, c'est l'accès à l'eau potable par l'intermédiaire des rampes. Et cette distribution d'eau au robinet dans les établissements prioritaires, dans les rampes, elle a vocation à perdurer. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ait de mesures comme celle du Covid. Au contraire, je vous le disais, on a un véritable enjeu à ce que les enfants soient pris en charge à l'école. 50 assistants d'éducation supplémentaires vont être recrutés pour assurer la distribution de l'eau aux élèves. Cette eau viendra d'où? Ça sera de l'eau potabilisée de la rivière de Coconi? Vous avez plusieurs schémas. Vous avez l'eau en bouteille dont la Première ministre a annoncé qu'on allait élargir la distribution et qui commence à arriver. On a un 3e bateau qui arrive dimanche, qui est le Champlain, qui sera au port de Longoni. Et donc on livre, vous l'avez vu, aux alentours de 600 000 litres d'eau par jour en bouteille. C'est un premier point. Donc ça, on va participer à cette distribution. Deuxième point, aujourd'hui, comme je vous le disais, on produit 20 000 mètres cubes. En fait, on est capable, si par exemple on a un collège dans lequel on a une rupture de canalisation, d'amener une citerne qui permettra de donner de l'eau potable aux enfants. Les assistants d'éducation, ils participeront à cette distribution. Et puis, troisième point, vous l'avez vu, on a une unité de sapeurs-pompiers qui est une unité d'urgence
qui produit aujourd'hui de l'eau potable à partir de l'unité, ce qu'on appelle l'UTE, qui est basée à Chicony. Et on a des petits sachets en plastique qui font 33 centilitres et qui permettent d'avoir une dose de boisson pour la matinée. Et éventuellement, ils distribueront ça. Et justement, j'allais venir sur cette question de la distribution de l'eau en sachet. On a vu, vous l'avez fait du côté de Mgombani. Ça a suscité l'indignation de certains parents d'élèves et de certains enseignants parce que, les enfants disaient que l'eau n'avait pas forcément très bon goût. Deux, ça a fini en bataille d'eau avec les sachets. Et puis, troisièmement, je parle là du communiqué chez Abamana qui parle d'un sachet. On ne sait pas trop comment ça a été fabriqué, etc. On le sait parfaitement, pardonnez-moi. On était tous avec le ministre la semaine dernière et on a vu les différentes étapes de la fabrication et l'ensemble des contrôles. En fait, vous avez une mini-usine de dessalement qui est mise en place et qui est contrôlée par l'ARS et les laboratoires indépendants, exactement de la même façon que nous contrôlons la totalité de l'eau potable. Contrairement à ce qui a été mis, il y a bien une date limite de consommation et on sait que c'est produit dans ces conditions-là par les unités de la sécurité civile. C'est l'armée française, ce sont les militaires des Formisques qui, avec les unités de traitement, produisent de l'eau qui est parfaitement potable. Alors elle est consommable dans les sachets pendant les 48 heures. Si elle n'est pas consommée dans les 48 heures, elle doit être jetée ou utilisée à autre chose. Elle est contrôlée et elle est parfaitement utilisable pour les pratiques alimentaires. Et les dates de consommation sont sur les papiers. Moi, je crois qu'il faut... Vous savez, chaque fois qu'on a une rupture d'eau dans les écoles, tout le monde se plaint qu'on est obligé de fermer. On nous dit comment on fait avec les enfants qui n'ont pas d'eau, etc. Le jour où on distribue de l'eau et on fait ce test-là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Vous savez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que votre enfant ait de l'eau à l'école parce que vous ne voulez pas des sachets en plastique, il y a de l'eau potable dans les rampes partout, il y a de l'eau potable un jour sur 3 chez vous, vous la faites bouillir, vous la mettez dans la gourde et les enfants ont de l'eau. Le sachet, c'est en plus pour parer aux incidents. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'on soit capable de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus d'eau du tout au robinet ? Je viens de vous expliquer qu'il n'y aurait pas plus d'eau du tout au robinet puisqu'on est en capacité de produire, même après la vidange, grâce au captage et au forage, 20 000 m3 par jour. Donc nous allons continuer à distribuer de l'eau dans les établissements prioritaires sur le chemin de l'eau et un jour sur 3 à Mayotte jusqu'à la reprise de la saison des pluies et jusqu'au moment où on repartira. Alors c'est pour ça que ça va être dur d'ailleurs, c'est parce que 20 000 m3 c'est pas beaucoup à distribuer, il faut être très vigilant. Je l'ai dit la semaine dernière, on a 6 semaines qui vont être un peu compliquées parce qu'il va falloir être très attentif à ce qui se passe, mais quelle que soit la vidange aujourd'hui, nous sommes en capacité de fournir 20 000 m3 par jour aux Mahorais. Jusqu'à quand la question ? Je viens de vous le dire. Jusqu'à ce que l'eau revienne. Jusqu'à ce que l'eau revienne. Après, c'est un sujet d'équilibrage. Comment on fait pour que cette eau elle aille partout dans l'île ? C'est pas un secret que, par exemple, dans le sud, on ne produit pas d'eau. Donc l'eau qu'on consomme dans le sud, aujourd'hui elle vient du nord, elle vient de Petite Terre. Il faut qu'on ait des interconnexions pour le faire. Ça fait partie de ces travaux dont on a beaucoup parlé. Et donc pour nous, l'enjeu aujourd'hui, il est d'arriver à ce que ce dispositif-là soit en place tout au long de la période qui va venir pour qu'effectivement on ait de l'eau pour tout le monde. C'est pour ça que c'est un combat de tous les jours et que même si aujourd'hui on ne paye plus l'eau, même si aujourd'hui on distribue de l'eau potable, si on distribue de l'eau potable à beaucoup de la population en bouteille, si on distribue des sachets aux gamins, c'est pourquoi ? C'est pour qu'on ait éventuellement moins besoin d'utiliser l'eau au robinet et qu'on ait une chance d'aller plus loin, parce que le plus facile pour nous, c'est d'utiliser les retenues collinaires. Voilà, mais même quand les retenues collinaires seront vides, on produira de l'eau à Mayotte. Monsieur le préfet, certaines personnes ont des puits chez eux, dans les villages, ça existe, et des gens s'approvisionnent dans les puits. Je sais que c'est déconseillé par l'ARS, on déconseille aux gens d'utiliser cette eau, mais quelle est aujourd'hui la différence entre cette eau et l'eau de robinet qu'on doit faire bouillir de toute façon ? Mais non, l'eau du robinet, elle est traitée aujourd'hui soit dans les unités de potabilisation de Bouligny, soit par l'usine de dessalement de Petite Terre. Alors elle peut être trouble, parce que quand vous avez plus d'eau pendant 48 heures, il y a toujours dans les tuyaux des fonds, il faut laisser couler un peu. On a besoin de la faire bouillir parce que quand vous n'avez pas distribué pendant un certain temps, il peut y avoir des bactéries et donc vous les faites disparaître quand vous faites bouillir votre eau. Mais l'eau de votre puits aujourd'hui, elle est très probablement polluée par les pratiques agricoles que nous avons maintenant. Elle n'est pas traitée, elle n'a pas été traitée depuis longtemps et elle n'est pas utilisée. Et en fait, la pollution des eaux des puits est beaucoup plus dangereuse pour la santé
que l'eau qui est évidemment produite par les unités de traitement. Et une nouvelle fois, si vous faites bouillir l'eau qui coule à votre robinet, c'est une mesure de précaution pour éviter les bactéries. Vous faites bouillir 5 minutes, vous savez que vous ne serez pas malade. L'eau du puits, potentiellement, elle est dangereuse pour des raisons de pollution. L'usine de désalinisation de Petite Terre va augmenter sa capacité de production à 1200 mètres cubes jour, je crois. Oui, elle produira 4700 mètres cubes à la fin du mois de novembre. Et où en est les travaux d'interconnexion entre la Petite et la Grande Terre? C'est en train de se boucler. Là, les travaux avancent, se mettent en place. Vous connaissez le principe. Hein. C'est que quand aujourd'hui, c'est Grande Terre qu'on voit un peu d'eau sur Petite Terre. Là, on est en train d'inverser le dispositif. Et puis, à partir du mois de novembre, il y a une partie de l'eau de l'usine de dessalement qui permettra de faire de l'interconnexion et qui donc permettra d'envoyer de l'eau dans le sud. Notre objectif, c'est que ça soit en place avant que les retenues collinaires ne soient vidangées, parce que ça fait partie de cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, et les travaux sont en cours. Les usines de désalinisation, normalement, on devrait les multiplier un peu partout dans l'île, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette... On va pas les multiplier. Le projet aujourd'hui qui est porté par les zones Mayotte, c'est de mettre en place une très grosse unité de dessalement ou 2 unités un peu plus petites. Donc l'idée, c'est qu'il y ait 2 unités de dessalement supplémentaires pour diversifier la production. On aura les retenues collinaires qui permettront, avec l'eau de pluie, de fournir de l'eau. On aura les captages, les forages des rivières et on aura le dessalement. Et donc, on ne va pas les multiplier. L'objectif de l'EMA, c'est d'en faire 2. Mais du coup, qu'est-ce on rejette cette boue saline dans l'eau, mais on sait que ça a des conséquences écologiques. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous savez que cette eau, elle est rejetée en tout cas pour Petite Terre, en dehors du lagon et loin. À partir du moment où il y a des flux, elle se dilue. C'est probablement un des enjeux. Moi, je ne suis pas un spécialiste du dessalement, mais vous savez, tous ceux qui nous disent c'est facile, vous achetez un osmoseur, vous le mettez et puis vous produisez de l'eau potable. La réalité, c'est pas ça. On l'a bien vu dans les négociations qu'on a menées ces 9 derniers mois. Ce que vous venez d'expliquer, c'est très important. C'est-à-dire faire une usine de dessalement, c'est compliqué. Ça coûte cher, ça coûte aux consommateurs, et sur le plan de l'environnement, ça pose des difficultés. Et donc aujourd'hui, si on n'a pas été plus vite, c'est justement parce qu'il faut répondre à ces difficultés. L'objectif, c'est que l'eau, le dessalement, les boues salines, ce que vous appelez comme ça, là, ça soit rejeté suffisamment loin, pas dans le lagon, et dilué dans la totalité de l'océan Indien, pour que ça n'ait pas d'impact sur notre environnement immédiat. Mais ça veut dire qu'on sort du lagon, et donc on va loin. Merci beaucoup Thierry Suquet d'être venu répondre aux questions des Aquelis ce matin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.